Aujourd'hui, on va parler de la femme et de l'économie de la femme. L'économie, ce qu'on appelle l'économie du pot de yaourt. Bonsoir, bienvenue dans Parler avec Saba. Je suis Saba et bienvenue dans l'émission où vous pourrez parler en toute confiance, interagir avec nous dans la bienveillance. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un thème qui nous regarde tous et qui nous touche tous. Aujourd'hui, on va parler de la femme et de l'économie de la femme. L'économie, ce qu'on appelle l'économie du pot de yaourt. Pour cela, j'ai invité mon amie qui est Christelle, bienvenue, qui va se présenter par la suite, qui fait de belles choses, qui est une femme remarquable. Avant toute chose, j'aimerais vous parler des chiffres. En fait, on le sait, l'inégalité entre les hommes et les femmes recule, mais ça reste encore trop lent. Aujourd'hui, en France, les femmes gagnent en moyenne 24,4% de moins que les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus nombreuses à travailler à temps partiel et elles occupent souvent des postes moins payés. Dans le couple, c'est encore pire. Ce qu'on vient de constater, c'est l'écart de 9% entre les célibataires. Il grimpe à 42%, ce qui est vraiment extraordinaire, pour les femmes en couple et hétérosexuelles. Et pourquoi? Parce que bien souvent, les hommes gagnent plus et la répartition des dépenses reste égale. Le patrimoine aussi. Côté le patrimoine, l'injustice continue. Les hommes possèdent en moyenne 16% de plus que les femmes. Et ça s'aggrave avec le temps. Leur richesse augmente de plus en plus vite à cause des choix financiers et de la manière dont le couple gère le budget. C'est pour ça qu'on a parlé en fait de l'économie pot de yaourt. Donc j'aimerais que tu te présentes un petit peu et voilà, nos téléspectateurs, et tu nous dis qu'est-ce que tu fais exactement. Bonjour Saba, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être présente ici. Je suis ravie de t'accueillir. Merci vraiment pour cette invitation qui t'honore. Vraiment, je suis vraiment très contente d'être ici sur ce plateau avec toi pour évoquer justement ces sujets qui sont quand même très relayés dans les médias. Et effectivement, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Ida Christelle Makanda. Je suis juriste indépendante. J'ai fondé mon cabinet de conseil en information juridique et organisme de formation qui s'appelle ICM Legal Consulting, implanté donc en région Île-de-France, à Évry plus précisément. Et quelle est ta spécialité en fait, en tant que juriste? Alors en tant que juriste... Parce que nous sommes collègues en même temps. Exactement, alors c'est vrai que quand on dit juriste, il y a énormément de spécialités en droit. Donc moi je suis spécialisée en droit du travail, droit des affaires et droit des étrangers. Et donc j'accompagne les dirigeants d'entreprise, mais pas que les dirigeants d'entreprise, mais au niveau de ma cible, c'est... majoritairement des dirigeants d'entreprise, de TPE, PME, donc sur ces questions, sur ces thématiques de droit, et notamment dans l'information juridique et aussi en stratégie et organisation de la gestion des ressources humaines. D'accord. C'est pour ça que la première question que je voulais te poser, c'est que 24,4% de moins que les hommes. L'inégalité, la femme, elle gagne moins que l'homme. Alors qu'on est la 5e puissance mondiale, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors effectivement, par rapport à ces statistiques, c'est vraiment très flagrant aujourd'hui de voir cette disparité, de voir ce clivage, mais j'ai bon espoir que pour la suite, cet écart va justement être davantage étroit et qu'on sera effectivement sur une égalité avec les hommes au niveau salarial. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément de disparités. Il y a plusieurs facteurs, des facteurs sociaux, des facteurs économiques, des facteurs aussi au niveau des postes
en question. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la formation, avec la sensibilisation, avec l'information, notamment au plus grand nombre, et cela commence au niveau de l'éducation nationale, je pense que cet écart vraiment va se réduire. Après, il faut aussi pouvoir se dire que la mobilisation est au niveau politique, parce que il y a des enjeux, et je pense qu'avec des organisations, des fédérations, les syndicats qui ont déjà été mobilisés sur ces sujets vont davantage être aussi des alliés, des partenaires pour réduire ces inégalités. Je te remercie pour cette réponse. Si aujourd'hui j'ai décidé de faire cette émission et de parler de l'économie de pot de yaourt, c'est tout simplement, on a remarqué quelque chose, c'est que la femme, lorsqu'elle se marie, au moment après le divorce, on l'appelle l'économie de pot de yaourt. Pourquoi? Parce qu'il ne lui reste en définitive, après le divorce, que des pots de yaourt vides. On a constaté ça. C'est une métaphore qui veut dire en fait, lorsque la femme se marie, elle s'occupe tellement du ménage et elle s'occupe des enfants, etc., qu'à la fin de son divorce, il ne lui reste plus rien. C'est-à-dire que le patrimoine, en majorité, l'homme part avec. Ma première question que je voulais te poser, deuxième question, pardon, en ce qui concerne justement, toi par exemple, la parité hommes et femmes dans les sociétés. Bon, maintenant tu as créé ta société comme moi, mais qu'est-ce que tu as pu constater lorsque tu étais salarié? Parce que tu as été salarié. Exactement, c'est vrai que j'ai été salariée, je ne l'ai pas rappelé dans ma présentation, mais j'ai été salariée pendant 16 ans et j'ai pu voir des disparités en fonction des postes, en fonction des niveaux, parce qu'entre les cadres et les non-cadres, il y a aussi des disparités, il faut aussi pouvoir l'indiquer. Donc il y a eu des disparités, mais on a eu aussi des formations. Alors, quand je dis on, c'est les femmes et les hommes. Il y avait une égalité par rapport à des formations. Et c'est vrai que l'attitude fait beaucoup. J'ai pu remarquer au cours de ces années au sein de ce salariat que l'attitude, le comportement fait beaucoup. Un homme, après c'est mon avis, c'est ma vision et c'est ce que j'ai pu expérimenter. Un homme est beaucoup plus confiant quand il va demander une négociation salariale. Exactement. Tandis qu'une femme, elle est un peu plus en retrait, elle se pose énormément de questions, elle se demande si c'est légitime de pouvoir négocier à l'instant T sa rémunération. Et j'ai énormément vu ce retour d'expérience par rapport aux femmes qui m'entouraient quand j'étais salariée. Donc c'est vrai qu'il y a pour moi un souci. Quand je dis souci, je me comprends, mais pour moi, il y a un état d'esprit, il y a un mindset à avoir pour se sentir légitime et pour aller de l'avant et pour demander justement une négociation salariale. Donc là aussi, il n'y a pas de syndrome de l'imposteur à avoir, il faut y aller. Exactement. Et il faut être conscient de ses compétences, de sa valeur. Et je pense que c'est ça aussi la différence avec un homme, où un homme va demander directement son dû, entre guillemets. Donc il y a aussi tout ce travail à faire pour justement légitimer cette demande. Je te remercie. Donc même ma troisième question, par rapport à... Ce qu'on a remarqué, c'est qu'une femme, lorsqu'elle fait du mi-temps, en fait, j'ai participé à un atelier, puisque moi-même j'ai une association juridique des droits de l'homme. Je suis militante pour les femmes et les hommes, même les victimes de violences. Je suis même porteuse d'un projet socio-éducatif à l'ONU pour les violences faites aux femmes. Je suis la seule au monde à avoir fait un accompagnement global dans ce domaine. Et la chose que j'ai constatée, c'est qu'une femme, quand elle travaille à mi-temps, elle fait du plein temps. C'est-à-dire que lorsque elle va travailler à mi-temps, elle va se retrouver avec toutes les charges, tout le travail qu'une personne à plein temps devrait faire. Oui. Pourquoi? Parce que toi, tu fais du droit du travail. J'aimerais savoir, la législation, est-ce qu'elle permet cela? Et pourquoi la femme... elle n'ose pas dire les choses à son responsable ou à son PDG en lui disant qu'effectivement, elle a été employée. Parce que lorsqu'on est employé, on a un cadre, c'est-à-dire un cadre juridique, toi et moi nous le savons. Totalement. Il y a le contrat, normalement, on est censé respecter le contrat.
et pour des tâches Exactement. bien concises. Comment se fait-il que la femme, lorsqu'elle travaille à mi-temps, se retrouve avec 15 000 postes Mm. et elle n'ose pas dire non, juste pour la peur d'être virée? Alors, c'est vrai que dans mon expérience personnelle, j'ai pu voir certains débordements, certains manquements de l'employeur au niveau du temps partiel. Comme tu l'as rappelé, on a un cadre juridique, on a un contrat de travail qui stipule effectivement cette durée de travail qui ne doit pas excéder le temps plein. Et par rapport à ces manquements, si effectivement la femme se trouve à faire des activités, des missions, se trouve sur des fonctions qui ne lui correspondent pas contractuellement, donc on a la législation avec nous pour justement faire cesser ces manquements. Mais là aussi, je pense qu'il y a un problème de posture. C'est-à-dire que, comme je le dis et je le répète très souvent, connaître le droit, c'est connaître avant tout ses droits, Exactement. vos droits. Donc, à Exactement. partir du moment où on connaît ses droits, eh bien, il n'y a pas de passe-droit. À part si effectivement il y a des dérogations, si la personne est d'accord, si on fait un avenant à son contrat de travail, ok. Mais si on ne connaît pas ses droits, si on méconnaît ses droits, eh bien c'est là que justement on peut être lésé et on peut avoir un préjudice ou des préjudices par rapport à cela. Mais des fois, ce sont des femmes qui ont quand même des postes à cadre. C'est ce que j'ai pu constater. Moi, dans l'accompagnement que j'ai fait dans l'association, je le faisais bénévolement, j'ai constaté que c'était quand même des cadres. Et de peur de se faire jeter en fait hors de son cadre de travail, elle n'osait pas dire non. Pourquoi? Oui. C'est-à-dire que comment se fait-il que dans un pays quand même qui est la 5e puissance mondiale, où on donne des leçons à tout va, à tout le monde, comment ça se fait que le droit du travail n'est pas respecté? Alors, encore une fois, moi, j'en reviens à la connaissance parce que je me dis, c'est pas parce que la personne est en statut cadre qu'elle connaît forcément la législation à son endroit. Donc, je pense qu'il y a déjà une méconnaissance ou une ignorance du droit par rapport à cela. Il y a également, oui, cette peur de perdre son travail, même si c'est à temps partiel, il y a quand même des ressources financières, il y a quand même une économie derrière. Donc, je pense aussi c'est compliqué pour ces femmes de dire non, d'oser dire non. Aujourd'hui, ça se démocratise davantage, hein, le fait d'oser dire non en entreprise, ça se démocratise, mais c'est toujours assez timide. On est toujours sur des perspectives un peu, comment dire, timorées par rapport à cela. Mais pour moi, c'est un problème aussi de posture, c'est un problème de peur. De peur de perdre son emploi. Et je pense que il y a aussi, il faut pouvoir connaître toutes les instances internes ou externes à l'entreprise pour justement faire cesser ce manquement. D'autre part, est-ce que tu as eu vent de femmes qui ont déposé plainte par rapport au prud'homme, éventuellement par rapport à ce genre de choses? Est-ce que dans ton cabinet, on t'a contacté par rapport à ça? Est-ce que éventuellement il y a eu... Alors, j'ai eu des expériences aussi très, comment dire, très diversifiées, hein, que ce soit avec des femmes ou avec des hommes. Alors, sur la partie durée de travail, temps partiel, non, j'ai pas eu de retour d'expérience par rapport à cela. C'était plutôt par rapport à l'exécution du contrat, sur des heures supplémentaires, par exemple, ou sur des demandes salariales. Mais sur la partie temps partiel, je peux pas te dire, effectivement, à mon niveau, et même quand j'étais salariée, il n'y avait pas tant de problématiques relevées, en tout cas que j'avais vues au cours de mon expérience. Mais c'est vrai que à chaque fois, quand on a un contentieux prud'homal, c'est toujours autour de l'exécution du contrat, forcément, au niveau des heures réalisées. Et généralement, quand on a une intervention interne, donc si au sein de l'entreprise, on a des représentants du personnel, donc ça peut se calmer. Et si on n'a pas de représentants du personnel, eh bien on a d'autres moyens comme l'inspection du travail pour justement qu'ils puissent, parce que l'inspection du travail prévient et il informe et bien sûr il contrôle. Donc l'inspection du travail est là également pour sanctionner. Ce que les gens ne savent pas.
Oui, et les salariés peuvent contacter l'inspection du travail à tout moment pour justement faire vérifier ces contrôles et à la suite de ces contrôles, l'inspection du travail. Je te remercie de le souligner parce que souvent on oublie ce genre de choses. Oui. Mon autre question, c'est par rapport à la femme lorsqu'elle est, on a constaté aussi que la femme lorsqu'elle était divorcée, éventuellement, elle se retrouve en fait sans rien. Pourtant, c'est elle qui a élevé les enfants, c'est elle qui a aidé l'homme, bien entendu, parfois à devenir ce qu'il est devenu. J'ai vu qu'il y avait 82% de femmes, lorsqu'elles ont un enfant, en fait, elles disent que leur carrière a été complètement détruite. 82% en France. C'est énorme. C'est énorme. Donc la législation, en fait, en cas de divorce, que peut-elle prétendre par rapport à tout ça? Alors, en cas de divorce, en principe, c'est vrai que bon, là, ça tend aussi à changer, mais la femme, la maman, a la garde. De manière générale. Là, alors, il y a aussi des remous par rapport à cela, puisque les papas aussi revendiquent cette garde. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, la garde est donnée à la maman. Ensuite, en fonction des ressources qu'a la maman ou le papa, eh bien, effectivement, on peut avoir une pension alimentaire. Tout cela dépend de la situation familiale, tout cela dépend aussi de tout un tas de choses. Mais c'est vrai que la femme qui se retrouve démunie, c'est aussi un sujet qui pour moi, peut aussi être évité par rapport déjà au fait que la femme peut bénéficier d'aide, de ressources extérieures. Elle peut bénéficier également de soutien, parce qu'il y a des associations également qui sont là pour aider les femmes dans ce qu'elles traversent. Un divorce, c'est jamais facile pour les parents, mais aussi pour les enfants. Il ne faut pas les oublier quand ils sont jeunes. Le fait d'avoir une séparation, c'est également très éprouvant pour eux. Donc, il y a des soutiens extérieurs et je pense que par rapport justement à ces ressources financières, là aussi, il y a toujours des circuits, il y a toujours des aides qui sont présentes pour soutenir la maman. D'accord. En fait, ce que je voulais aussi compléter par rapport à ce que tu disais, c'est tout simplement qu'il faut que la femme, elle sache qu'elle a le droit de faire, lorsqu'elle divorce, de demander à la caisse de retraite de faire comme un moratoire qui va lui donner en fait le fait qu'elle a suspendu son activité pour pouvoir prétendre aussi à une pension compensatoire. La pension compensatoire, elle va se calculer en définitive par rapport au gain du mari, mais aussi le fait, lorsque cette femme-là, elle a dû, entre guillemets, mettre un terme à sa carrière pour élever les enfants. Et pour cela, il faut un audit qu'on demande. En définitive, ça, c'est des petites astuces qu'on vous donne, que bien souvent, malheureusement, il y a des avocats zélés ne vont pas vous dire. Il faut absolument demander à la caisse de retraite, justement, c'est un fascicule de tout ce que vous avez fait depuis votre mariage pour que votre avocat puisse aller devant le JAF, le représentant, en fait, le juge des affaires familiales, pardon, je cherchais mon mot, afin de justement prétendre à cette pension-là. Parce que bien souvent, c'est pour ça qu'on appelle ça, à l'heure actuelle, ça vient de sortir, l'économie du pot de yaourt. Pourquoi? Parce qu'on a vu que l'homme, en fait, lorsqu'une femme ne savait pas se débrouiller, vu qu'à l'heure actuelle, tout simplement, l'adultère n'est pas reconnu en France, l'homme peut se tirer quand il veut, comme il veut, avec les cartes bleues, l'argent, faire de fausses... et laisser la maison et laisser les enfants. Donc, sans soutien,
sans argent, sans rien du tout. Et la femme se retrouve démunie. Psychologiquement, elle doit veiller sur elle-même, plus sur les enfants, plus au niveau économique. Et quand on sait que lorsqu'une personne est lésée, bien évidemment, elle se retrouve sans soutien moral, psychologique, c'est très difficile pour pouvoir avancer dans la vie, tout simplement. Totalement. Donc cette émission-là, justement, j'ai voulu qu'elle donne des outils, du soutien à ces personnes, pas qu'aux femmes, aux hommes aussi, les hommes aussi. Parce que l'un comme dans l'autre, vous avez aussi des hommes qui sont lésés. Bien sûr. Bien que aussi, même quand j'ai accompagné, il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences. Il n'y a pas que les femmes. Donc simplement, cette émission-là, elle a été faite justement pour libérer la parole, pour essayer de trouver des choses au niveau humain. Je veux qu'elle soit humaine, je veux qu'on soit vraiment faire une autre façon, pas que pour mettre en la lumière juste bien souvent ou critiquer certaines communautés ou certaines... parce que le mot communauté fait rougir et donne des boutons. Mais vraiment de dire nous avons un problème dans notre société et malheureusement, il va falloir, et heureusement, il va falloir qu'on s'y mette tous avec de la bonne volonté pour pouvoir avancer dans tout ça. Donc, pour finir, quel serait ton mot de la fin pour ma première, puisque tu es la première de mes invités. Je suis ravie vraiment de t'avoir accueilli et vraiment ravie pour le travail que tu fais. Oui. Ravie de voir que tu es fière et honorée que tu aies pu venir et surtout que tu as créé ton propre cabinet d'avocat. Moi aussi, j'ai créé le mien. Cabinet de conseil. Oui, donc, mon cabinet d'avocat, moi, il ne va pas être basé ici, il va être basé au Maroc. C'est dans l'accident corporel et le pénal international. Et on fait aussi de la communication. Je suis ravie, vraiment. Moi aussi, Saba, je suis vraiment ravie d'être là, comme je l'ai dit en préambule de notre interview. Alors, c'est vrai que, comme je l'ai dit, j'ai été salariée pendant 16 ans. J'ai voulu créer justement mon cabinet de conseil en information juridique et organisme de formation à mon image pour véhiculer justement des valeurs, pour véhiculer des principes et surtout pour accompagner les gens selon ma vision, pour être aligné avec ce que je souhaite faire dans le droit. Et c'est pour ça que justement là je vais atteindre une étape supplémentaire pour être avocate et pour plaider et justement pour aider de A à Z toutes ces personnes qui seraient lésées, qui auraient subi des préjudices. Et c'est pour ça que je me suis engagée, c'est pour ça que je suis impliquée et c'est pour ça qu'aujourd'hui cette parole. Et en plus, tu es modeste parce qu'il n'y a pas que ça. Tu as plusieurs masters, donc moi je te connais. Tu es très très modeste. Oui, c'est vrai que je le souligne pas parce que les diplômes c'est un plus, c'est vrai, c'est ce qui m'a propulsé. Mais moi je me dis la vraie valeur c'est sur le terrain. La vraie valeur c'est l'opérationnel. La vraie valeur c'est ce que tu fais toi. Tout à l'heure tu as parlé de mobilisation de forces vives, que dans notre société il faut que justement on puisse s'impliquer. Pour moi, la vraie valeur, elle est là. Oui, effectivement, j'ai 4 masters. Oui, effectivement, j'ai pu être aussi brillante dans mon parcours académique. Mais je ne me résume pas à ça. Je me résume justement sur des actions qui peuvent être efficientes, concrètes et efficaces. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai un engagement, comme tu le sais, de 28 ans d'association. J'ai accompagné bénévolement pendant toutes ces périodes-là des femmes... victimes de violences, des gens qui étaient sans papier. Je suis aussi à l'origine avec les femmes du Haut-de-Poissy, justement, du foyer à 50 ans en Yvelines. J'ai tapé du poing pour travailler avec... j'ai tapé à toutes les portes pour ouvrir parce qu'on se retrouvait avec des femmes qui étaient à minuit avec des enfants, on ne savait pas où les mettre, dans des hôtels qui ne voulaient pas les accueillir, et on était obligé du 78 de les ramener dans le 94. Avec mon ami Keltouma, qui était les femmes de Poissy, on était obligé de prendre notre propre voiture. Le commissariat de Poissy, il nous connaissait très bien, puisque les jeunes, quand ils étaient en garde à vue, ils nous voyaient arriver, ils disaient oh, « pas encore elle !» Donc je suis ravie parce que
Et comme tu as dit, c'est quelque chose, c'est une fibre. Et c'est pareil, le droit, quand je l'ai fait, moi-même j'ai une maîtrise en pénal international, la fibre que j'ai voulu faire, c'est vraiment faire du droit du terrain, pas du droit académique. Totalement. Pas que, parce que c'est ce que j'ai rencontré dans ma vie. Malheureusement, c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que lorsqu'on rencontre certains avocats, ils n'ont pas en fait cette fibre-là de l'humain parce qu'ils sont aussi fatigués, ils n'en peuvent plus. Ah non, les tribunaux regorgent de problèmes et moi aussi c'est pareil. Je suis comme toi puisque je suis en train de passer aussi mon diplôme. On a beaucoup de points communs. On a beaucoup de points communs et par rapport à l'humain, c'est vrai que je voudrais effectivement finaliser et terminer là-dessus. Moi, mon slogan, c'est investir sur l'humain. Enfin, mon slogan, le slogan de mon cabinet ICM Legal Consulting, c'est investir sur l'humain, notre credo. Et investir sur l'humain, eh bien, ça se passe toujours sur le terrain. Je te remercie, c'est pour ça que je t'ai invité parce que on est pareil et d'ailleurs il y aura d'autres collègues qui seront là comme Sarah de Lyon, on va parler de sujets comme les brouteurs, etc. Donc je te remercie de m'avoir vraiment accordé cette interview et puis d'avoir pris ce temps-là. Je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous. Sachez que vous êtes tous les bienvenus. On va ouvrir un numéro de téléphone où vous pourrez interagir bientôt avec nous en live. Je suis sur les réseaux sociaux. Je remercie le directeur de FP92 ainsi que toute l'équipe, vraiment, de m'avoir fait confiance. Je remercie toute l'équipe de faire ce travail extraordinaire avec moi et de m'avoir donné cette opportunité d'être le porte-parole de ceux qu'on n'entend pas. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt avec Parler avec Saba, une émission qui vous accordera du temps. On pleurera, on rigolera, on va sourire, on va rire en famille. Au revoir, merci de m'avoir écouté et merci de m'avoir reçu chez vous aujourd'hui.